Madame, Monsieur, bonsoir. Relations internationales au menu de questions d'actu ce soir avec deux faits d'actualité. D'abord, ce recadrage du cabinet royal d'un chef de parti politique et puis ce doigt pointé sur l'Afrique du Sud pour son implication avec l'Algérie et le Polisario. Nous allons, avec nos experts en relations internationales, analyser ce communiqué du cabinet royal suite aux déclarations du secrétaire général du Parti de la Lampe, du PJD, Abdelhamid Kiran, critiquant ouvertement la diplomatie marocaine et ses choix. Sur un ton ferme, le cabinet royal remet Belkiran à sa place, lui rappelant l'adhésion et l'engagement de son parti, entre autres forces vives marocaines, au processus de reprise des relations entre le Maroc et Israël. Pourquoi alors instrumentaliser la politique extérieure du royaume dans un agenda partisan interne, ce qui constitue, selon le communiqué, un précédent dangereux et inacceptable. La politique extérieure du royaume est une prérogative de Sa Majesté le roi Mohammed VI en vertu de la constitution marocaine et la question palestinienne est l'une des priorités de la politique étrangère du souverain qui la place au même rang que l'intégrité territoriale du royaume du Maroc. Il sera question justement du dossier du Sahara en seconde partie de cette émission. Nous revenons sur ces deux lettres adressées par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, au secrétaire général des Nations Unies, au président et membre du Conseil de sécurité. Omar Hilal y exprime le regret de l'appropriation inconditionnelle par l'Afrique du Sud de l'agenda politique de l'Algérie et son aveugle soutien idéologique au mouvement séparatiste du Polisario. Pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Dubaï, par Zoom, professeur Mohamed Badine Al-Yatiwi, professeur de relations internationales à l'Université américaine de Dubaï. Bonsoir, professeur Al-Yatiwi, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci pour votre invitation. Se joindra aussi avec nous depuis Glasgow, l'éditeur au Breakthrough Press, Hafid Boutaleb. Et j'ai un immense plaisir, encore une fois, à renouveler cette joie d'accueillir sur le plateau de questions d'actu le politologue et professeur en droit, professeur Mostafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Et je vous adresse d'ailleurs la question d'ouverture de ce débat. C'est un fait extrêmement rare qu'un secrétaire général de parti politique au Maroc se fasse recadrer par un communiqué du cabinet royal. Rare, oui, mais ce n'est pas inédit. Il y a eu un précédent, voici 4 ans. Il y a eu un communiqué du cabinet royal impliquant, mettant en cause le secrétaire général du Parti du progrès-socialisme à propos de sa prise de position quant à un parti, en l'occurrence c'était le PAM. Donc c'était là aussi un communiqué avec une forte teneur et beaucoup de fermeté. Nous avons maintenant une autre mouture qui intéresse cette fois l'ancien secrétaire général du PJD, ancien chef du gouvernement, Abdelhamid Kiran, qui a fait cette sortie sur laquelle on va sûrement revenir à propos des positions diplomatiques du Maroc sur la question palestinienne. Et ça, évidemment, c'est une grande interrogation avec plusieurs éléments. Les éléments à retenir, c'est d'abord le choix du moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi maintenant? Il n'y a pas... Enfin, le choix du moment d'abord de cette sortie d'Abdelhamid Kiran. C'était ce week-end. C'est ça. Voilà. Mais alors, il a eu comme prétexte les prises de position de notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors de réunions au sein de l'UA. Et il faut noter plusieurs choses. D'abord, Kiran parle de l'entité sioniste. L'entité sioniste n'existe pas dans le droit international. Il y a un État, qui est l'État d'Israël. Le Maroc n'a pas de relation avec une entité sioniste. Il a des relations avec un État qui est reconnu internationalement, membre des Nations Unies. Deuxième point, le fait qu'il invoque, évidemment, il enfourche la question palestinienne en estimant qu'elle est menacée, que les positions diplomatiques du Maroc portent atteinte donc aux fondamentaux de la question palestinienne, ce qui est évidemment une contre-vérité grossière, d'où le communiqué du cabinet royal qui parle, vous le savez, de dépassement irresponsable, c'est fort, dépassement irresponsable, un ancien chef de gouvernement, la charge est lourde, et des approximations dangereuses. Et puis, la mise au point du communiqué du cabinet royal, rappelant un certain nombre de positions de principe du Maroc sur lesquelles on va sûrement revenir. Absolument. Alors,
Professeur Liati, peut-être d'abord un commentaire sur le ton de ce communiqué du cabinet royal, donc suite à ces déclarations de Abdelila Ben-Kiran par rapport à la diplomatie marocaine. Appelons les choses telles qu'elles sont. Ce sont des critiques vives à l'encontre, certes, du représentant de la diplomatie marocaine, en la personne de Nasser Bourita, mais c'est une critique aussi ouverte quant au choix diplomatique du royaume. Alors, la politique étrangère du royaume, et je pense que ça n'avait pas échappé à M. Ben-Kiran, est une prérogative royale. Ça fait partie de, on pourrait dire, son domaine réservé. Et donc, le ton du communiqué du cabinet royal est dans cette ligne-là, puisque cela fait partie de son domaine réservé, et puisque c'est une prérogative non partagée par le souverain. Il était nécessaire quelque part de remettre les pendules à l'heure, comme on dit, en France, et c'est quelque chose de nécessaire, puisque c'est d'autant plus venant du leader du PJD. Il ne faut jamais oublier que son ami, Saadetdine Al-Othmani, est celui qui a signé pour le Maroc cet accord, vous vous souvenez, tripartite avec Israël et les États-Unis. Donc, il est au courant, c'est difficilement défendable de son point de vue. À ce moment-là, d'ailleurs, il faut se souvenir que M. Ben-Kiran avait une position qui était tout autre, parce qu'il encourageait justement les membres de son parti à suivre le choix du souverain, puisque déjà certains d'entre eux, en coulisses, étaient un peu contre. Et là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est encore, en plus d'être difficilement défendable, difficilement excusable, puisqu'on se demande quelque part pourquoi est-ce qu'il le fait. On le sait, il y a une volonté populiste, il y a une volonté de souder les rangs, il y a une volonté de démontrer que les fondamentaux du PJD n'ont pas disparu quelque part. Mais ce qui pose problème, c'est que le fait que le leader du PJD, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, ait signé, et que ce même Ben-Kiran, qui n'était plus le leader, mais qui restait une voix importante du parti, ait approuvé, pose beaucoup de questions. Donc le communiqué du cabinet royal est très clair. Pour certains vont dire qu'il est très direct, mais c'est tout à fait normal, puisque étant donné la personnalité qui a eu ces propos à l'encontre non seulement de Nasser Bourita comme ministre des Affaires étrangères, mais contre la diplomatie marocaine en général, ça pose beaucoup de questions, et on va dire la célérité et le ton employé sont tout à fait justes et tout à fait nécessaires, surtout vu la situation complexe que nous vivons sur le plan international, et en particulier la situation complexe que vit le Maroc avec un certain nombre, on va dire, d'attaques ici ou là, dont on aura le temps de discuter. Oui. Qui le concerne. Donc, il faut souder les rangs, et l'usage politicien d'une question aussi importante de politique étrangère que la relation entre le Maroc et la Palestine, ou le Maroc et Israël, est quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, Hafed Boutaleb, vous venez de vous joindre à nous depuis Glasgow. Je rappelle que vous êtes éditeur au Breakthrough Press, un média basé à l'université de Strathclyde à Glasgow, en Écosse. Bonsoir, merci donc d'être parmi nous ce soir. Il y a, et comme cela a été expressément cité dans ce communiqué du cabinet royal, une instrumentalisation de la politique extérieure, qualifiée d'ailleurs dans ce même communiqué d'un précédent dangereux. Est-ce que vous pensez qu'avec cette action, le parti de la lampe cherche à se refaire une espèce de place politique après la cuisante défaite lors des dernières élections? Si oui, est-ce que c'est le bon moment de le faire? Oui, c'est vrai que les élections n'auront lieu qu'en 2026, donc ça semble peut-être une campagne un peu avancée, bien avancée, mais le fond du communiqué royal, c'est que il ne faut pas faire de cette question de la normalisation avec Israël un fonds de commerce électoraliste. Pour la simple raison que tous les indicateurs montrent que cette reconnaissance du Maroc de l'existence de l'État d'Israël est irréfragable. Le Maroc ne refera plus la marche arrière qu'il avait fait au moment du déclenchement de la seconde intifada, où à ce moment-là, il y avait une représentation diplomatique
certes minime d'Israël au Maroc, mais à la suite du déclenchement de la deuxième intifada, cette représentation diplomatique avait été fermée. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Aujourd'hui, cette reconnaissance marocaine d'Israël et la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, c'est clairement définitif pour l'intérêt des deux pays. Et aucun parti ne peut venir remettre en cause une telle décision aussi si importante. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il s'agit de renouer avec 500 000 Marocains qui sont installés en Israël depuis 2-3 générations, comme les Marocains sont installés en France ou en Espagne. Donc il s'agit de renouer avec eux, c'est important. Et puis le Maroc s'aligne avec la plupart des pays dans le monde, dont des États musulmans très importants, comme je pense à la Turquie par exemple, qui n'associent pas, qui ne distinguent pas entre reconnaître d'une part l'existence d'État d'Israël et... Alors, Hafed Boutal, vous évoquez, c'est intéressant que vous souleviez l'exemple, ou que vous citiez l'exemple de la Turquie et non des pays signataires des accords d'Abraham, mais de la Turquie, parce qu'il y a quand même un rapprochement des idéologies entre le parti au pouvoir turc et le parti de la lampe, le PJD au Maroc. Oui, tout à fait. La position du PJD est incompréhensible puisque on sait très bien le rapprochement idéologique et on sait même que le nom PJD au Maroc est inspiré de l'AKP en Turquie. Donc les deux partis sont dénommés en français Parti Justice et Développement, ça donne AKP en turc et Aide el Awtaniyya en arabe. Mais les deux partis partagent une idéologie quasiment identique. Et on sait qu'aujourd'hui, là, ça fait 21 ans que le PJD est au pouvoir en Turquie. Il n'a jamais remis en cause les relations diplomatiques entre Ankara et Tel Aviv. Et jamais cela n'a été remis en cause. Mais même quand il y a eu des périodes un peu froides entre les deux capitales, jamais il n'y a eu de remise en cause. Et puis, surtout, il faut rappeler que récemment, Tel Aviv Ankara est revenu vers les Israéliens après cette période de froid pour essayer de se rapprocher. Et c'est toujours mené par Erdogan et par l'AKP turc. Donc, normalement, cet AKP turc qui est le modèle du PJD marocain devrait inspirer les membres du PJD, les décideurs du PJD pour qu'ils changent de positionnement idéologique et qu'ils comprennent clairement que avoir des relations diplomatiques avec Israël n'est pas antinomique avec se mettre aussi du côté des Palestiniens, puisque les Palestiniens eux-mêmes ont des relations avec les Israéliens. Et puis, il faut quand même interroger ces 75 ans de boycott d'Israël. Qu'a-t-il concrètement offert aux droits des Palestiniens? Quel est l'acquis qu'ont pu obtenir les Palestiniens après 75 ans de boycott? Il n'y en a aucun. Donc, et il est légitime de la part du Maroc de revoir ses positions et surtout, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, renouer avec 500 000 de nos compatriotes qui sont installés en Israël depuis des générations. Et sans pour autant, bien évidemment, que la question palestinienne ne soit reléguée au second plan. En témoignent d'ailleurs ces termes utilisés ou dans ce communiqué émanant du cabinet royal qui rappelle l'importance que revêt la question palestinienne aux yeux du souverain et que celle-ci est au même rang que l'intégrité territoriale du royaume. Je voudrais juste rappeler l'un des extraits, beaucoup de fois, où la question palestinienne est revenue dans les discours de Sa Majesté, à l'image par exemple de celui-ci qui date de 2016, un message adressé par le souverain au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inébranlables du peuple palestinien. Je le cite. C'est l'occasion idoine de réitérer le soutien constant et permanent du Royaume du Maroc aux droits historiques légitimes du peuple palestinien, notamment celui d'établir son État indépendant sur la terre palestinienne dans les frontières du 4 juin 1967, un État viable et pérenne ayant pour capitale Jérusalem-Est, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité conformément aux résolutions de la légalité internationale et à l'initiative de paix arabe. Fin de citation. Donc c'était un extrait du discours royal. Parmi beaucoup, Mustafa Sahimi, où le souverain a rappelé l'importance, souverain Amir Mouminin, rappelons-le, qui est président du comité Al-Quds, l'importance de cette question palestinienne pour, d'abord, le peuple marocain, pour son monarque et aussi pour sa diplomatie.
C'est une constante, vous l'avez dit, mais auparavant, je voudrais rappeler un certain nombre de faits pour essayer de contextualiser la prise de position d'Abdillah Mekiren. Les dirigeants du PJD ont eu 2 cabinets pendant 10 ans. Je puis dire qu'avec 10 ans, ils sont fondés à connaître ce que j'appellerais le code de la route. Le code de la route, c'est-à-dire comment ça fonctionne au Maroc. C'est-à-dire qui est qui fait quoi, quelles sont ses attributions, etc. Donc il n'y a pas d'excuse sur ce plan-là. Ils ont pratiqué, ils ont été en responsabilité pendant 10 ans. Deuxième observation. Et ils ont été signataires de cet accord. Mais oui, j'y venais. Il a été signé, d'ailleurs, au passage, Othmani dit ça a été un moment douloureux. Les états d'âme des responsables publics ne nous intéressent pas. Personne. Vous êtes un homme d'État, vous êtes chef du gouvernement, vous signez. Vous n'avez pas à faire part donc aux téléspectateurs et aux concitoyens de vos états d'âme, ça n'intéresse personne. Ça relève de la sphère privée. Bien, il a signé, et sur ce plan-là, ça a été dit par mon collègue, Abdillah Mekiren a soutenu, en traînant les pieds, en reculant, il a dit oui, mais il y a des intérêts supérieurs. Évidemment, ça a été difficile de lui arracher cette formule-là, mais in fine, il a des intérêts supérieurs. Je voudrais ajouter autre chose. Le PJD, dans 10 ans, hier, avant les 10 ans et aujourd'hui, n'a pas de politique étrangère particulière. La politique étrangère, elle est définie par le souverain. On parle de domaine réservé. La notion de domaine réservé n'existe pas dans la Constitution. En revanche, ce qu'il y a, c'est l'article 42 de la Constitution, alinéa 1er et 2. L'alinéa 1er, c'est « il est garant de l'unité nationale, veille au respect des conventions internationales et garant de l'intégrité territoriale ». Et donc, ce sont des attributions et des missions qui en font, en plus de sa qualité de chef d'État d'Amir Mouminin, qui en font donc le garant, ce que le général de Gaulle appelait l'essentiel national. Et c'est sur ça qu'évidemment, il a un domaine particulier qui lui est attribué par la Constitution. C'est une compétence, c'est une attribution personnelle exclusive. Personnelle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas la déléguer. Responsable. Exclusive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interférence d'un autre organe. Il y a eu, pendant les 10 ans de la gestion PJD, un certain nombre de recadrages que je vais rapidement vous donner. Dr Othmani était allé à Alger. Qu'on voit signer sur les images ici, qu'on va signer justement avec Jared Kushner. Tout à fait, en décembre 2020. Exactement. Saadi Othmani, chef du gouvernement, était allé en Algérie, reçu par Bouteflika, est allé en Algérie le 23-24 janvier 2012, reçu par Bouteflika, et il nous a accordé, il a fait un dîner 2 ou 3 jours après avec une dizaine de responsables dans votre interlocuteur. Et on a été surpris parce qu'il nous a dit « Ah, mais j'étais bien reçu, Bouteflika a changé le protocole, et il m'a gardé pendant 3 heures pendant le déjeuner, etc. » Et il nous a dit « Ça va s'arranger avec l'Algérie. » Je résume, mais la tonalité, c'était quand même une prise de position intéressante. Ça va s'arranger avec l'Algérie. C'est le scoop. Et on l'avait trouvé euphorique et peut-être même candide et naïf. Autre mise au point. Il y a un ministre de l'Emploi du PJD, Mohamed Amkrez, qui est allé à Ankara, où ses enfants étaient scolarisés en Turquie, comme la majorité des dirigeants islamistes, vous le savez, mais c'est une parenthèse. Et il dit, finalement, le modèle turc est un très bon modèle. Et il était, en même temps, à l'époque, secrétaire général de la jeunesse du PJD. Il a été recadré quand il est revenu. Il y a eu aussi un ambassadeur du PJD qui avait été nommé en Malaisie et qui a été rappelé parce que il a participé à une réunion avec des frères musulmans, il faut le dire, etc. Donc tout ça, et puis il y a aussi... Mais tout ceci n'a pas fait l'objet d'un recadrage du cabinet royal. Non, ça n'a pas fait d'un recadrage écrit, mais je ne peux pas le prouver, mais j'en suis sûr, ça fait partie d'un recadrage informel précis. Il n'y a pas eu de communiqué. Donc mais là, c'est précis. J'y viens. Et ce qui est encore plus précis, c'est de bien faire la part des choses, de ne pas faire l'amalgame entre la position du Maroc sur la cause palestinienne et
ses choix diplomatiques pour reprendre ses relations avec l'État d'Israël. Je vais enchaîner. Oui. Autre fait de recadrage, en août 2021, il y a eu, vous savez, une forte intervention de notre ambassadeur à l'ONU, Marilal, à propos de la situation du peuple kabyle. C'est l'Algérie, les camps, c'est des prisons à ciel ouvert, le peuple kabyle est réprimé, etc. Et ça avait valu à notre ambassadeur une vive réaction d'Alger, mais ça on est habitué. Mais surtout, c'est une réaction du chef du gouvernement de l'époque, Saadine Othmani, qui avait dit « C'est une réaction de l'ambassadeur, ce n'est pas une position politique du Maroc ». Je cite. Et donc là aussi, je puis vous dire, sans pouvoir le prouver, qu'il y a eu un recadrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Chef du gouvernement qui dit que notre ambassadeur à l'ONU exprime quoi? Une position personnelle? Ça n'a pas de sens. C'est pour vous dire qu'il y a eu tout le temps des recadrages, des sonnettes, des sonnettes, etc. Maintenant, pour la question palestinienne, évidemment, s'il y a un pays qui est solidaire du peuple palestinien, c'est bien le Maroc. Vous savez que c'est au sommet de Rabat. C'est au sommet de Rabat qu'a été reconnu, grâce à l'action de Hassan II, du regretté souverain, le statut de représentant du peuple palestinien à l'OLP. Et ça a été difficile. Hassan II en parle dans ses mémoires parce qu'il fallait convaincre le roi de Jordanie qui était réticent, puis il y avait eu Septembre Noir, etc. Et c'est à l'action de Hassan II donc que l'on doit le fait que l'OLP ait ce statut d'interlocuteur représentant du peuple palestinien. Puis il y a tout ce qui a été fait. Toute la diplomatie marocaine a été mobilisée pendant des décennies sur la reconnaissance des droits des Palestiniens et la préservation du statut de Jérusalem. Le plan de Fès, l'approbation du plan de Taïf, toutes les démarches informelles d'intermédiation, de contact qui ont conduit à cette situation, parce que le Maroc avait une vision stratégique et d'avenir qui a prévalu, et puis il y a la présidence du comité russe. Donc faire le lien, faire le procès de dire « Ah, il y a la reconnaissance de l'entité sioniste », et que ça porte atteinte aux droits des Palestiniens, c'est irrecevable et c'est irresponsable. Un dernier commentaire sur cette affaire et ce communiqué, et aussi surtout sur l'importance de la question palestinienne pour la diplomatie marocaine. Professeur Liati, oui. Alors, ce qui est clair, c'est que, comme l'a très bien dit le professeur Srimi, la question palestinienne a toujours été au cœur de la diplomatie marocaine, et ce depuis de nombreuses décennies. Tous les souverains marocains, depuis feu Mohamed V, feu Hassan II, à l'actuel souverain, Sa Majesté Mohamed VI, tous les rois du Maroc ont toujours mis la question palestinienne comme étant l'une des priorités de la diplomatie marocaine. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut nier. Donc, de la part de M. Ben Kiran, comme je l'ai dit et comme M. Srimi l'a très bien expliqué, on a en fait quelqu'un qui joue avec les concepts, qui joue avec les événements et qui quelque part cherche à se refaire une virginité, si vous me permettez l'expression. Et ça, c'est quelque chose d'assez lamentable, surtout que, c'est pour ça que je disais que c'était inexcusable, quand on a été chef du gouvernement, pendant 5 ans, on connaît la mécanique institutionnelle, on connaît le fonctionnement des institutions, on sait qui est qui et qui fait quoi, notamment sur des questions aussi importantes. Donc, le recadrage, vous posez la question, la Khadija, pourquoi est-ce que, par exemple, quand l'ambassadeur PJD en Malaisie a été rappelé, il n'y a pas eu de recadrage du cabinet royal? Il y a certainement eu un recadrage. À l'époque peut-être du ministre des Affaires étrangères, etc. Mais là, on est face à quelqu'un qui est le secrétaire général d'un parti important, Maroc, d'un parti qui est arrivé premier aux élections de 2011 et premier aux élections de 2016, et un parti qui a dirigé les derniers gouvernements avant l'actuel. Donc, entre guillemets, il fallait marquer le coup, puisque imaginons par exemple l'inverse. Admettons qu'il y ait eu cette sortie de M. Ben Kiran il y a quelques jours et qu'il n'y ait pas de communiqué du cabinet royal. On aurait eu M. Ben Kiran qui, dans 3 mois ou dans 6 mois ou à l'approche des élections, un petit peu avant 2026, qui aurait peut-être dit quelque chose de bien pire.
et personne ne sait quelle aurait été la situation, enfin quelle serait la situation d'ici là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Quand on disait au début que la situation internationale est très complexe, la position marocaine sur la Palestine est très claire, la relation avec Israël est quelque chose maintenant qui est devenu une priorité depuis maintenant plus de 2 ans pour rétablir un certain nombre de connexions, un certain nombre de liens avec une partie de la population israélienne, aussi pour avancer sur des dossiers économiques, sur des dossiers sécuritaires, sur des dossiers culturels. Donc cet ensemble de choses font qu'il y a en fait une vision stratégique, aussi bien sur la question palestinienne que sur la relation avec Israël, et qu'il y a un ensemble d'autres problèmes qu'il y a à gérer. Et si on a un chef de parti, d'un parti aussi important que le PJD, qui se permettent d'avoir ce genre de propos sans être recadré, dès la première fois, entre guillemets, ça peut très vite déraper et à ce moment-là, ça pourrait poser des problèmes beaucoup plus importants. Donc, le recadrage était nécessaire. On rappelle que le secrétaire général du PJD, donc Abdillah Ben Kiran, a appelé ou a ordonné à tous les membres et responsables de son parti de ne faire aucun commentaire au sujet du communiqué du cabinet royal. Je vais juste faire réagir Feth Boutaleb, si vous le permettez, professeur Sahimi, sur une question qui est toujours liée à ce communiqué du cabinet royal, et notamment sur le choix de certains mots, d'autant plus que comme cité dans le communiqué, Feth Boutaleb, les forces vives de la nation, les partis politiques ainsi que certaines personnalités de premier rang, de même que certaines instances associatives militant pour la question palestinienne, avaient alors été informées de la décision donc de la reprise des relations entre le Maroc et Israël, pour laquelle ils avaient exprimé leur adhésion et leur engagement. Des faits que conteste Abdillah Ben Kiran visiblement dans sa déclaration de samedi. Il s'agit clairement d'une déclaration qui s'inscrit dans un esprit électoraliste. C'est vraiment, comme vient de le souligner Monsieur Badine Eliatioui, c'est que effectivement, il y a une tentative de se refaire une virginité de la part du PJD, parce qu'on ne peut pas quand même oublier que c'est le PJD qui était au gouvernement, le premier parti et le parti de la primature, notamment Monsieur Saadetdine Hetmani, et qui avait signé donc ce traité de reconnaissance mutuelle de la part du Maroc vis-à-vis d'Israël en décembre 2020. Et il faut aussi rappeler que cette reconnaissance s'est faite aussi en parallèle avec un changement de position des États-Unis. Donc, c'était un contexte particulier et on ne peut pas sortir cette reconnaissance de ce contexte-là, notamment pour des objectifs électoralistes et pour pouvoir se refaire une virginité. Le PJD, il y a plusieurs questions sociales, il y a plusieurs questions qui intéressent les citoyens aujourd'hui, qui ne relèvent pas des affaires étrangères. Et donc, si il y a une question importante pour tous les Marocains dans les affaires étrangères, c'est l'intégrité territoriale. Et le choix de rétablir une relation entre le Maroc et Israël est un choix souverain que les Marocains ont globalement accepté. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire de ce choix-là un discours, construire à partir de ce choix-là un discours électoraliste pour essayer de récupérer une base très déçue par le PJD pour plusieurs raisons. Voilà. Donc, le choix des mots va dans ce sens-là. Oui, Moustapha Sahimi, vous voulez réagir vraiment rapidement. Oui, pour qu'on puisse passer à notre deuxième dossier ce soir. Oui, je vais vous faire un aveu. Je faisais partie de ceux qui pensaient que la normalisation des relations avec Israël aurait rencontré plus de résistance dans un certain nombre de milieux. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Et de la rue non plus. C'est ça, c'est-à-dire au niveau populaire, donc c'est extrêmement important, il y a une adhésion. Et en plus, c'est du gagnant-gagnant. Maintenant, Ben Kiran ne peut pas rebondir sur le bilan des deux cabinets PJD, parce qu'il ne sera pas audible, compte tenu de ce bilan qui est ce que vous savez. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé donc cette opportunité, c'est de rebondir sur la question palestinienne, qui est au cœur de chacun des Marocains, qui est également dans la centralité de notre politique étrangère. Dernière observation rapide, pourquoi il fait cette sortie-là alors qu'il y a des institutions? Après tout, le PJD a des parlementaires, et ces parlementaires pouvaient demander une réunion de la Commission des affaires étrangères
de l'une de la Chambre des représentants, ils sont 13, en disant « Nous voulons que le ministre des Affaires étrangères vienne nous éclairer sur le bilan de la normalisation avec Israël, l'état d'avancement ou pas de la question palestinienne. » C'est ça le jeu normal des institutions. C'est que vous utilisez l'institution pour vous exprimer. Ce n'est pas le cas. Il est dans une sorte de front du refus. Du front du refus qui historiquement a été un échec total. C'est-à-dire, front du refus, c'était la Syrie, vous vous souvenez, la Libye, tout ça, ça n'a jamais rien donné sur la question palestinienne. Et donc, il est encore dans cet état d'esprit de front du refus. Et puis, ça permet de se distinguer, peine perdue, parce que le recadrage sera pénalisant et pour lui et pour son parti. Alors, passons à présent à la seconde partie donc, de questions d'actu. Comme je l'ai annoncé dans mon introduction, messieurs, il s'agit de ces 2 lettres adressées par le représentant permanent du Maroc à l'ONU, M. Omar Hillel. 2 lettres adressées, au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et au président et membre du Conseil de sécurité. Alors, ces lettres, pour information, dénonce 1. La complicité de l'Afrique du Sud avec l'Algérie et le Polisario. 2. L'appropriation inconditionnelle de l'Afrique du Sud de l'agenda géopolitique de l'Algérie. Messieurs, peut-être avec vous, professeur Badiliati, oui. Le contexte dans lequel interviennent ces 2 lettres adressées par Omar Hillel à ces 2 entités, donc au secrétariat général de l'ONU et au Conseil de sécurité. Si on peut déjà rappeler le contexte pour lequel ces lettres ont été rédigées. Oui, alors le contexte, c'est qu'on a à chaque fois des attaques, on va dire, répétées depuis maintenant un certain nombre d'années, aussi bien par l'Afrique du Sud, par Pretoria, que par Alger, qui utilisent à chaque fois les instances internationales et en particulier les différentes instances onusiennes pour attaquer le Maroc et son intégrité territoriale. Donc, quelque part, ce n'est pas surprenant. Et Omar Hillel a très bien défendu les intérêts du royaume et il les a justement mis face à leurs contradictions. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces 2 pays ne le font pas de manière, on va dire, désordonnée. Ils sont tout à fait coordonnés. En octobre 2022, on avait eu le ministre des Affaires étrangères algérien qui était en visite en Afrique du Sud. Il préparait la visite du président sud-africain en Algérie dans les prochains mois. On a aussi les Algériens qui souhaitent rejoindre les BRICS et qui comptent sur un soutien sud-africain. Donc il y a une volonté de travailler en commun sur un certain nombre de sujets. Et le principal, c'est de nuire à l'intégrité territoriale du royaume en essayant de trouver des arguments, on va dire, fallacieux sur la question des droits de l'homme, sur la question du contrôle des armements, en disant que le Maroc utilise des drones ou ce genre de choses qui sont des arguments, on va dire, qui sont fallacieux et qui servent uniquement à détourner l'attention de l'opinion publique internationale, mais aussi à détourner les instances même de l'ONU de leur mission originelle et de ne pas discuter du fond, qui est finalement la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et on a justement surtout du côté algérien, le pouvoir algérien qui dit toujours qu'il n'est pas partie prenante au conflit et que c'est le Maroc qui cherche à le ramener. Mais on voit à travers ces déclarations, et le représentant permanent du royaume l'a très bien rappelé, qu'ils en font partie. Du côté sud-africain, malheureusement, depuis le départ de Nelson Mandela, il y a maintenant très longtemps, les différents présidents qui se sont succédés ont toujours suivi cette pente anti-marocaine qui est assez nuisible quelque part pour la relation bilatérale, mais aussi quelque part pour l'Union africaine où l'Afrique du Sud cherche aussi, avec l'Algérie, à torpiller quelque part le Maroc, mais sans succès, fort heureusement. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la déclaration de Omar Hillel, c'est de rappeler que l'Afrique du Sud transmet aux membres du Conseil de sécurité une lettre qui fait l'apologie de la guerre, appelle à la violence armée et aux actes terroristes, justifie fallacieusement la dénonciation du cessez-le-feu et viole les résolutions du Conseil de sécurité. Une énième déclaration fallacieuse, Mustafa Sahimi. Première question, pourquoi c'est l'Afrique du Sud qui fait cette correspondance ? Pourquoi ce n'est pas l'Algérie ? C'est l'Algérie qui abrite, arme, finance le mouvement séparatiste. C'est une manière pour l'Algérie de dire, voyez, on dit que je suis partie prenante, etc. Ça ne me concerne pas, c'est un problème continental, et donc c'est l'Afrique du Sud. Ça, c'est déjà un paravent.
Deuxième observation, le président sud-africain manque de cohérence. Pourquoi? Moi, j'ai une déclaration qu'il a faite le 7 décembre 2020, au 14e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Oui, il a désavoué le mouvement séparatiste et il a apporté son appui à la résolution 693 du sommet de l'UA de juillet 2018 à Nouakchott, laquelle consacrait l'exclusivité de l'examen de la question du Sahara marocain par les Nations Unies, avec à côté, mais comme accompagnement, comme conseil, une troïka. C'est une déclaration de décembre, du 7 décembre 2020. Alors aujourd'hui, nous en sommes là, et donc le président sud-africain avait déjà reçu le chef du mouvement séparatiste en 2018, mais c'était comme chef du mouvement séparatiste du Polisario. Il y a eu, il y a 6 mois maintenant, une visite d'État, officielle d'État, du chef séparatiste, donc par les autorités sud-africaines. Et il faut dire que les liens sont anciens entre l'ANC et le mouvement séparatiste. Pourquoi? Parce que avant qu'il y ait l'Afrique du Sud et que la question de l'apartheid soit réglée en 90-91, il y a eu un certain nombre d'éléments sud-africains de l'ANC, le parti donc de Ramaphosa, qui ont effectué des stages dans les camps de Tindouf auprès des séparatistes. C'est important. Donc ça crée des liens et ça laisse un certain nombre de choses. La prétendue RSD n'a été reconnue par l'Afrique du Sud qu'en 2004. Et je voudrais, 2004, oui, la RSD n'a été reconnue en 2004, et je voudrais revenir, c'était votre propos, sur les 2 correspondances de notre ambassadeur à New York. Il a parlé de l'Afrique du Sud comme facteur. Moi, je dirais petit télégraphiste, c'est la formule consacrée. Petit télégraphiste, pourquoi? Oui, il a choisi, Marie-Laure a choisi quand même des termes diplomates. Mais dans le vocabulaire journalistique, vous savez, on dit petit télégraphiste, etc. Et donc, il a invoqué un certain nombre d'éléments de fond, c'est-à-dire que c'est des messages et des correspondances de dirigeants de groupes terroristes, du Polisario, de militants du Polisario, d'éléments armés qui ont eu des responsabilités dans les mouvements terroristes du Sahel. Il a cité les noms. C'est Adnan Abouloualid Sahraoui, qui a été tué en 2021. Et qui était membre du Polisario. Tout à fait. L'autre membre du Polisario, c'est Lekal Sidi Salama également. Il a fait référence aussi à un journal sérieux, journal allemand Die Welt, qui dans une enquête du 27 janvier 2023 avait établi qu'il y avait des connexions dans les camps de Tindouf entre ces camps, les réseaux terroristes de trafic, de contrebande, etc. Et que c'était une plaque tournante du financement du terrorisme, tout ça, etc. Autre point qui a été relevé par notre ambassadeur Marie-Laure, c'est la contradiction d'Afrique du Sud. D'un côté, elle est partie prenante dans des opérations de maintien de la paix, comme le Maroc d'ailleurs, vous savez. Mais en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, le mouvement séparatiste fait l'apologie de la violence. Et nous avons des faits. Depuis novembre 2020, le mouvement séparatiste s'est retiré, a dénoncé le cessez-le-feu et il a dit qu'il ne le respecterait plus. Et vous savez qu'au 16e congrès du mouvement séparatiste, il y a 1 mois et demi, qu'est-ce qui a été retenu? C'est l'option militaire. Donc il y a là un gros paradoxe, une contradiction dans la position de l'Afrique du Sud. Enfin, il a relevé un point important, c'est que le chef séparatiste, il fait l'objet de poursuites judiciaires pour viol et torture devant des juridictions européennes. Et cette lettre a été déposée la veille de la réunion de la 67e session de la Commission de la condition féminine et quelques jours avant le 8 mars. Donc tout ça devait être dit et dénoncé. Alors, dénoncer, c'est ce qui a été fait. Qu'est-ce que... Il y a eu beaucoup de dénonciations de notre représentant permanent à l'ONU, Hafed Boutaleb, des dénonciations qui sont restées lettres mortes. Bien, pour revenir au cas de l'Afrique du Sud, vous savez, ça fait mal au cœur de voir la position de l'Afrique du Sud, notamment quand on sait l'apport et l'aide qu'a apporté le Maroc
pour la fin de l'apartheid. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, tel qu'on le connaît, tel qu'on connaît ce pays, qui est la deuxième puissance économique d'Afrique, il faut le rappeler, a été fondée en 1994, au moment de la première élection plurielle de ce pays-là, et la fin de la ségrégation raciale. Le père fondateur de l'Afrique du Sud, c'est Nelson Mandela, nous le connaissons tous. Bien, Nelson Mandela n'a jamais été pour cette position adoptée, cette position agressive de son pays, adoptée par ses diplomates depuis 2004. Il faut rappeler que Nelson Mandela a quitté le pouvoir en 1999, après 5 ans, et il a volontairement renoncé à se présenter pour un deuxième mandat, et puis a pris sa retraite politique. Il n'a fallu attendre que 5 ans plus tard, quand effectivement l'état de santé de Nelson Mandela commence à se dégrader, pour voir les cadres de l'ANC se retourner contre la position jusque-là de l'Afrique du Sud, qui était ne pas reconnaître le Polisario et puis surtout rester allié avec le Maroc. Il faut rappeler que dans son livre Long Walk to Freedom, un long chemin vers la liberté, Nelson Mandela avait qualifié le Maroc de rendez-vous de tous les leaders, de tous les combattants de la liberté de la planète. Rabat avait été, pour lui, Rabat est le rendez-vous des combattants de la liberté de la planète. Il avait rappelé l'aide apportée par Sa Majesté Hassan II. Il avait rappelé justement qu'il avait pu rencontrer l'ensemble des dirigeants du mouvement de libération de l'Algérie au Maroc, dans la ville de Oujda. Récemment, le président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, a fait référence à cet épisode-là en évitant complètement de mentionner le Maroc, en disant que Nelson Mandela avait rencontré les leaders du FLN en Algérie, de ce retour dans l'Algérie, etc. Il n'a pas voulu mentionner le Maroc, mais en réalité, dans le livre écrit par lui-même, par Nelson Mandela, on ne va pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites. Ce qu'il a concrètement dit, c'est qu'effectivement, il a pu rencontrer plusieurs mouvements de libération au Maroc qui agissaient en toute liberté, notamment le mouvement de libération de l'Algérie, notamment le Front de libération nationale algérien, qui a rencontré tous les leaders du FLN, qui étaient équipés, qui pouvaient agir en toute liberté au Maroc et se battre en Algérie contre l'armée française et puis revenir en toute sécurité sur les terres marocaines. Donc ça a été écrit par le père fondateur de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Algérie et l'Afrique du Sud se retournent contre le Maroc. Donc, on peut dire que les diplomaties algériennes et sud-africaines d'aujourd'hui trahissent les positions de leurs pères fondateurs. Ils sont en totale contradiction avec ce que leurs propres pères fondateurs, notamment les leaders du FLN algérien et Nelson Mandela, qui est une personnalité du statut international, n'ont jamais soutenu le Polisario, n'ont jamais appelé à un référendum ni à l'indépendance du Sahara occidental. Jamais. Certes, il y a des discours de président Feu Nelson Mandela au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies où il appelle à la résolution de plusieurs conflits, parmi lesquels le conflit du Sahara. Stop. Il ne rajoute ni l'indépendance, ni le référendum, ni Polisario, ni rien du tout. Donc, clairement, aujourd'hui, ce positionnement est une trahison par rapport aux réelles positions prises par les véritables leaders historiques. Et donc, je pense que le Maroc devrait faire tout un travail de lobbying en Afrique du Sud pour pouvoir mettre le doigt sur cet élément-là et surfer sur l'opposition à l'ANC, parce que l'ANC, qui est le parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis presque 30 ans, a une véritable opposition en face. Le nombre de voix de l'ANC ne cesse de reculer. Il y a aussi des mouvements séparatistes en Afrique du Sud, il faut le dire. Et donc, le Maroc, bien sûr, est pour l'intégrité territoriale des pays membres de l'Union africaine. Nous défendons bien sûr toute leur intégrité, tous, sans exception, leur intégrité territoriale, et celle de l'Afrique du Sud aussi. Mais il faut quand même aller rappeler aux élites de ce pays les positions prises par les personnalités, notamment Nelson Mandela, vis-à-vis du Maroc, et rappeler l'importance du Maroc dans le continent et que, effectivement, l'Afrique du Sud aussi a ses séparatistes, a ses mouvements séparatistes. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller le soutenir juste parce qu'il y a un mouvement séparatiste. Et puis surtout, essayer de rappeler l'importance des liens commerciaux, parce que le Maroc et l'Afrique du Sud ont des relations commerciales, que les relations diplomatiques entre les deux pays ne traduisent pas du tout, mais il y a des relations commerciales entre les deux pays. À rappeler que c'est quand même ce qui devrait primer au-dessus de l'idéologie, surtout si cette idéologie est en totale contradiction
avec le véritable point de vue et la véritable position du pays, l'Afrique du Sud, jusqu'en 2004, soutenu par Nelson Mandela. Et pour finir, qui est donc en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc. Du Maroc, absolument. Et d'ailleurs, cet appel aussi du représentant permanent du Maroc à l'ONU, Omar Hillel, d'appeler l'Afrique du Sud à inviter l'Algérie et son Polisario à se conformer à la légalité internationale en mettant en œuvre la dernière résolution 2654 du Conseil de sécurité et ce en participant de bonne foi au processus des tables rondes afin de mettre fin à ce différend régional. Donc en gros, si vous voulez vraiment apporter une solution à ce différend régional, c'est celui de la table ronde. Donc en gros, c'est Marielle qui donne. C'est pas le cas. C'est pas le cas de l'Algérie, d'Afrique du Sud. Oui. Et je voulais vous proposer une lecture rapide pour finir. À quoi riment les 2 lettres envoyées par l'Afrique du Sud au secrétaire général de l'ONU, au président de l'Assemblée générale des Nations Unies? J'y vois l'expression de l'isolement. L'isolement de l'Algérie qui n'a pas osé écrire et l'isolement de l'Afrique du Sud qui a été le facteur. Pourquoi ? Parce que ce qui est proposé dans ces 2 correspondances est tout à fait décalé par rapport au processus onusien. Vous voulez la paix, vous voulez un règlement négocié de la question du Sahara marocain. Le Maroc est tout à fait favorable. Il y a un certain nombre de paramètres de négociation validés continuellement par le Conseil de sécurité depuis des années. Il y a un processus des tables rondes, il y en a eu 2, il faut une 3e. Il y a un envoyé personnel, donc tout ça doit être mis en selle et activé. Voilà 2 pays qui se distinguent par une diplomatie hors système des Nations Unies. Donc ils ne sont pas bien placés pour prôner des valeurs de paix, de règlement pacifique, etc. Merci beaucoup, Mustafa Sahimi. Merci aussi à mes 2 autres invités. Merci Mohamed Badili Atioui. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Dubaï. Merci d'avoir enrichi ce débat ce soir. Merci à vous. Et juste une dernière chose, si vous me le permettez, en Bien 2 sûr. secondes. Ce qui pose problème par rapport à l'Afrique du Sud, c'est que l'Afrique du Sud se présente comme un leader africain et se présente aussi comme un pays, entre guillemets, émergent et on va dire un leader du Sud global. Et ce type de leadership, quand on le proclame, il ne va pas sans responsabilité. Et Omar Hillel a justement précisé que le problème derrière le soutien sud-africain aux séparatistes, tout comme le fait le régime algérien, c'est que quelque part, il cherche à déstabiliser le Maroc, mais aussi l'ensemble de la région sahélo-sahélienne, et ça pose un véritable problème puisqu'on ne peut pas être leader avec ce type d'irresponsabilité qui porte atteinte à la sécurité régionale. Et de centaines de milliers, voire de millions de citoyens de cette région, en l'occurrence sahélo-saharienne. Merci encore une fois, Mohamed Badili Atioui. Hafed Boutaleb, peut-être un dernier mot pour rester juste et équitable. Toujours sur l'Afrique du Sud, c'est un pays qui aujourd'hui souffre de délestage, de coupure d'électricité, d'une grande crise économique. La police a tiré sur des mineurs, sur des manifestants. Il y a eu, on se rappelle, l'événement à Marikana, presque 80 mineurs qui travaillent dans les mines, qui ont été abattus par la police. Donc je ne pense pas que l'Afrique du Sud a des leçons données au Maroc en termes de droits de l'homme. Et puis surtout, même en termes de gestion économique, même si ça reste par rapport à l'Afrique un géant économique, mais il y a des inégalités considérables. Des villes entières sont privées d'électricité à cause de la mauvaise gestion. La corruption au sein de l'ANC n'est plus approuvée. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si s'aligner, comme le fait l'Algérie, avec ce parti-là de l'ANC, des cadres qui sont extrêmement corrompus, qui ont aussi les mains pleines de sang à cause de ce que je viens de mentionner. Je ne sais pas si c'est judicieux, et je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Srimi. Il s'agit de l'expression d'un certain isolement de la diplomatie algérienne. Merci Hafed Boutaleb. Et je rappelle que vous êtes éditeur au Breakthrough Press, un média basé à l'université de Strathclyde à Glasgow, en Écosse. Merci à vous également, Mustafa Sahimi. Merci à vous. Merci bien sûr à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.